Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 12 janvier 2024. Donc, l'année commence. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles en finance? Pas vraiment. On a eu des statistiques sur le d'inflation aux États-Unis hier. C'est un taux important parce qu'apparemment la Réserve fédérale regarde et écoute beaucoup, enfin regarde beaucoup ces statistiques. Et il disait que finalement ça a monté un peu. C'est-à-dire l'inflation ne recule pas, mais elle était stable, descendue beaucoup, mais là finalement elle a l'air de rebondir un peu. Bon, est-ce que c'est sérieux, c'est pas sérieux? Je ne sais pas, ça reflète un peu Noël. Les gens font des cadeaux, puis finalement ont dépensé. Peut-être quelque chose de comme ça. Mais finalement, le marché, comment est-ce qu'il l'a pris? Ben, si vous regardez le SPY, le S&P 500, donc l'indice de référence américain, qui fait, pour nous aussi au Canada, fait la référence, voyez-vous, il a finalement, c'est le trait, le petit trait, il y avait un trait rouge, voyez-vous, le trait rouge qu'il a fait hier. Donc, ça voulait dire que quand la statistique est sortie, il est tombé, mais il a repris. Le petit trait sur la droite qui indique la fermeture. Et aujourd'hui, vendredi, il ne fait rien. Et finalement, il a comme ralenti finalement l'élan qu'il avait. Mais je dois vous dire, le marché a monté beaucoup. Regardez quand on était, mettons, à la fin d'octobre, on était ici à peu près à 405 et il est monté à 475. Et donc, c'est vraiment monté beaucoup. Et donc, ça met un frein à tous ceux qui annonçaient des catastrophes et puis tout ça. Et on dirait qu'on est sorti du tunnel, dans le sens que finalement, on a eu à peu près 20 mois vraiment un peu horribles. Et puis finalement, ben là, on dirait qu'on est sorti de ça. Et puis, ça devrait bien aller durant l'année 2024. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de l'économie comportementale. En réalité, on va parler de la finance comportementale. L'économie comportementale, ça veut dire qu'il y a une influence de la psychologie dans le domaine économique. Mais ça, tout le monde le sait. Mais dans la finance, dans le domaine de la finance pure et simple, c'est-à-dire comment se comporte un investisseur pour acheter, mettons, des actions et puis tout ça, ou encore pour agir tout simplement. Donc, il y a beaucoup de psychologie là-dedans. Donc, c'est l'influence de la psychologie sur le comportement des investisseurs. Je dois vous dire, c'est un gros domaine. On ne peut pas le vider juste avec le petit vidéo aujourd'hui, mais on reviendra là-dessus pour le compléter plus tard, dans une autre occasion. L'idée de fond, c'est que les investisseurs ne sont pas toujours rationnels. Toujours même, ça ne devrait même pas être là. Ils ne sont pas rationnels. Nous, on le sait, on a des investisseurs que, par exemple, quand ça va pas bien le marché, ils nous disent d'être très, 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 très conservateurs. Donc, on donne des chiffres finalement au mot conservateur et tout ça. Puis finalement, quand le marché va très bien, ils disent non, non, vous êtes trop conservateur. Bon, mais donc finalement, on dirait que les investisseurs ne sont pas toujours rationnels. C'est-à-dire, ils n'ont pas le sens exact de quel est le risque. La seule chose qu'ils savent, c'est que si le risque semble petit, simplement parce que le marché est à la hausse, ben, il faut mettre plus dans l'investissement. Et puis si le marché est négatif, ben, c'est le pessimisme, il faut réduire. Tout ça, ça veut dire, il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dessus. Dans les références qui s'ajoutent à ce vidéo, il y en a plusieurs de choses intéressantes que je vous suggère de voir. Allez voir, parce qu'il vous parle justement de quels sont les biais. Les biais, c'est-à-dire comment le BIAS, les biais, c'est-à-dire comment un investisseur est porté à considérer le marché. Et il cite par exemple un cas qui s'appelle, je pense, la main levée, une chose comme ça. Et ça se réfère aux équipes de football. Donc l'idée que si par exemple une équipe de football ou de soccer, on devrait dire ici, si une équipe de soccer, mettons, fait très bien, fait 3, 4 saisons très bien, on suppose que la saison qui vient aussi, elle va être très bien, simplement parce qu'ils sont bons. Oui, mais c'est pas sûr, c'est pas garanti du tout. C'est dans ce sens-là que la psychologie compte dans la prise de décision. Donc voilà. Qui est enfin, avant de parler du père de tout ça, il y a un coefficient médian d'aversion au risque qui est 2,5 fois l'utilité des gains. C'est-à-dire, quand l'investisseur gagne, c'est bien, mais quand il perd, il est vraiment contre la perte, à tel point que le dommage que ça lui fait, en fait, la contrariété psychologique, si vous voulez, que ça lui donne la perte est 2,25 fois plus grand
que le fait d'avoir gagné. Donc, le graphique est à peu près comme ça, voyez-vous. Vous avez les pertes sur la gauche du S et sur la droite, vous avez les gains. Vous notez que pour les gains, la distance est, c'est-à-dire on est satisfait des gains, mais pas autant on est contre les pertes. Les pertes sont beaucoup plus grandes comme effet psychologique que les gains. Qui est le père de tout ça? C'est un monsieur qui s'appelle Daniel Kahneman. Et son livre, il est vraiment très amusant, son livre. C'est le livre, c'est le système 1, système 2, ça c'est en français, les deux vitesses de la pensée. Il a fait le livre en 2002. C'est un monsieur qui a un prix Nobel parce que finalement, il a inventé en quelque sorte, il a découvert la finance comportementale. Dans le livre, c'est vraiment très amusant. Donc, je pense que c'est publié par, bon, je m'en souviens plus, une édition française, mais vous le trouvez sur Internet facilement, surtout la version électronique. Et puis voilà, donc dans ce livre-là, ce qui est très intéressant, il raconte comment on a à premier abord, finalement, on pense à une certaine chose, puis finalement, ce n'est pas vrai. C'est pour ça qu'il dit qu'on a deux vitesses d'apprentissage. Système 1, système 2, ce sont deux vitesses de la pensée. Parfois, on pense pour des réflexes qu'on a automatiques, et puis c'est pas bon, et puis il faudrait y penser plus longtemps pour avoir la bonne réponse. Il donne, c'est dans son livre, il donne des exemples. Et l'exemple, le premier, parce qu'ici on n'a pas de place pour mettre trop d'exemples, mais c'est vraiment très intéressant. C'est une lecture vraiment que je vous suggère d'avoir. Faites-la. Regardez. Donc il dit, un exemple, on a un bâton de baseball et une balle. Bâton de baseball et une balle. Les deux coûtent, l'ensemble, ça coûte 1,10 $. Le bâton coûte 1 $. Le bâton coûte 1 $ de plus que la balle. Combien coûte la balle? Vous savez que la réponse normale que tout le monde dit, c'est 10 cents. Pourquoi 10 cents? Parce que le raisonnement, il dit, OK, c'était 1,10 $, là, c'est 1 $, donc 1,10 $ moins 1 $, ça fait 10 cents. Eh bien, la réponse est erronée. Ce n'est pas vrai. La bonne réponse est, je ne l'ai pas marqué ici, la bonne réponse est 5 sous. 5 sous, ça coûte la balle et 1,05 $ le bâton. Mais ce n'est pas le premier raisonnement qu'on fait. Apparemment, les gens, premier raisonnement qu'on fait, c'est qu'on dit, OK, 1,10 $ moins 1 $, ça fait 10 cents. Non, c'est pas bon. Plus loin, si vous regardez dans son livre, mais dans les références que vous avez, vous voyez ça, il y a le paradoxe d'Allais. Le paradoxe d'Allais, c'est un monsieur, enfin, comment dire, un mathématicien et puis un physicien, enfin, un économiste français. Dans les années 50, il a fait le paradoxe. Et le paradoxe, vous l'avez, c'est intéressant. À présent, ici, je n'avais pas la place pour le mettre, mais très souvent, on répond une chose, mais ce n'est pas le bon raisonnement qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'on a des réflexes à répondre. Au lieu d'y penser deux fois avant de donner la réponse, on donne la première réponse la plus simple qui nous vient. Ça, c'est pour dire, c'est ce que vient à découvert ce monsieur Daniel Kahneman. Vous dites, mais c'est normal ces choses-là, tout le monde le sait. Oui, mais en finance, ça fait toute une étude. Allez voir les références, et dans les références, vous allez voir, vous avez toute la série des biais, c'est-à-dire toute la série de qu'est-ce qui sont les, mettons, le fait que je n'aime pas une chose et donc j'ai une tendance négative. Par exemple, moi, je pourrais dire, je n'aime pas l'or parce que l'or, il est beau comme bijou, mais l'or, à l'avoir comme investissement, non, parce que ça ne rapporte rien, ce n'est pas une obligation, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien dedans. Donc, je dis, c'est peut-être pas intéressant. Donc, tous les fois que quelqu'un pourrait me parler de l'or, ben, je pourrais leur dire, non, l'or, c'est non. Mais finalement, peut-être, il y a de l'argent à faire. En d'autres mots, il y a des biais comme ça qui modifient en quelque sorte le comportement rationnel de l'individu et qui représentent donc ce qu'on appelle, donc ce qui est marqué ici, donc la finance comportementale, c'est-à-dire le fait qu'on n'est pas rationnel toujours. Voilà, c'est tout pour cette fois, pour ce début d'année 2024.